A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Cet hôtel casino sur les hauteurs du lac Tahoe était l'un des endroits où la mafia surveillait Marilyn. Le Cal Neva Lodge, à cheval sur la frontière entre la Californie et le Nevada, allait jouer un triste rôle dans les derniers mois de la vie de Marilyn. Vanté comme un véritable paradis, l'endroit attirait irrésistiblement les artistes, les gros joueurs de Las Vegas et les gangsters. Frank Sinatra, en passe d'acheter le Cal Neva, avait invité Marilyn et tous les acteurs des Désaxés à venir l'entendre chanter. C'était l'endroit à la mode du lac Tahoe, et le casino à la mode aussi, parce que c'était là que le clan passait son temps. C'est-à-dire la bande de Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, Peter Lawford et Joey Bishop, tous les plus gros joueurs du monde entier. C'était là qu'il fallait être vu. Parmi ces gens, il y a Sam Giancana, dit Mo, chef du syndicat du crime de Chicago et cible principale de la guerre des Kennedy contre la mafia. Il était toujours très bien habillé, avec énormément de classe. Fin juillet, Marilyn va se retrouver pour la dernière fois dans l'environnement néfaste du Cal Neva Lodge. Peter et Pat Lawford, la sœur du président, l'emmènent écouter Frank Sinatra. Ils arrivent dans l'avion privé de ce dernier. Elle avait grossi et elle n'était pas maquillée. Et je ne l'ai pas reconnue jusqu'à ce qu'on vienne nous chercher à l'aéroport de Tahoe. C'est George qui est sorti de la voiture et qui m'a dit « c'est Marilyn ». George Jacobs était le valet de chambre de Frank Sinatra. D'après lui, Sinatra et Marilyn étaient alors très proches. Il lui avait offert ce chiot pour son anniversaire. Mafia, un petit caniche qui... Mafia? Oui, elle l'adorait. Elle dormait même avec. Sur le chemin du Cal Neva, Marilyn semble heureuse. Elle avait un peu grossi et je ne voyais pas bien son visage, mais il y avait cette voix. Elle semble ravie à l'idée de revoir Sinatra. Presque exactement au même moment, sans qu'elle le sache, Robert Kennedy arrive à Los Angeles pour y faire un discours. Le sujet de son intervention, les droits civiques. Quelque temps après s'être installé dans son petit chalet près du lac et avoir contemplé les eaux sombres de Crystal Bay, Marilyn comprend qu'on s'est joué d'elle. Les Kennedy ne voulaient pas d'elle à Los Angeles et Lawford a tout organisé. Elle avait l'air d'une femme très malheureuse. Et je me suis dit, mon Dieu, tenir le monde dans sa main, être aussi belle, avoir tout pour soi et être aussi malheureuse. Roberta Lynn se produisait après Sinatra sur la scène du Cal Neva. Elle a porté la même robe verte pendant tout le week-end. C'était vraiment terrible de la voir dans cet état. Au lac Tahoe, Lawford annonce à Marilyn que sa liaison avec Robert Kennedy est définitivement terminée. Elle s'est complètement détachée de tout. Plus rien ne l'intéressait. Sa carrière, ses maris, rien. Elle était simplement triste, comme si elle avait tout raté. Peut-être avait-on prévu de la garder au secret au Cal Neva, jusqu'à ce que sa colère et sa détresse se soient calmées. Frank Sinatra est en partie propriétaire de l'hôtel.
L'endroit grouille de membres de la mafia et de leurs puissants protecteurs. La presse est tenue à l'écart. C'était comme si son corps avait été là, mais pas son esprit. Elle regardait dans le vide. Elle regardait les gens sans dire un mot. Elle avait vraiment l'air de vouloir être ailleurs. Les employés et les artistes se souviennent que Marilyn, Lawford et Sinatra se sont enfermés tous les trois pendant plusieurs heures. Des bribes de ce terrible week-end sont gravées à jamais dans leur mémoire. Plus tard, l'avocat de Sinatra racontera à un ami que les événements du Cal Neva sont la clé de la mort de Marilyn. Elle avait l'air d'être dans un autre monde. Hébété. C'est ça. Au Cal Neva Lodge, tout le monde ne prend pas les intérêts de Marilyn à cœur, loin de là. Sinatra a envoyé son avion chercher un autre de ses invités, le gangster Sam Giancana, chef de la mafia de Chicago. Oui, le Dr Sam. Il est arrivé avec le deuxième groupe. Vous l'appeliez le Dr Sam? Oui, il était connu comme le Dr Sam Mooney. Pour moi, c'était un gentleman, impeccablement habillé. Il avait une voix basse, parlait doucement. Vu sa position, c'était l'homme le plus exquis que j'ai jamais rencontré. À l'époque, Giancana est soi-disant la cible principale du ministère de la Justice. Je l'adorais. Je vénérais le seul qu'il touchait parce qu'il a toujours été bon avec moi. C'était un ami très cher. Les témoins présents nous ont raconté que Marilyn avait dîné avec Sinatra, les Lawford et Sam Giancana. Until I hear you at the door, until you're in my arms once more. Giancana était là. À la même table que Marilyn? Oui. J'ignorais qui c'était. Il se faisait appeler Dr Formosa. Dr Formosa? Oui. Il est venu vers moi en disant « Une belle italienne qui chante de si jolies chansons, je suis le docteur Intel ». Plus tard, quand je suis allée m'asseoir avec lui, j'ai compris qui c'était. Tout ce beau monde évolue dans des eaux très troubles. Le chef de la mafia dînant ouvertement avec Pat Lawford, sœur du président, et son mari Peter. Selon tous les témoignages, Marilyn garde le silence. Et tous ses bons amis, Ses soi-disant amis. est-ce qu'ils semblaient s'inquiéter de Marilyn? Absolument pas. Ils s'en moquaient éperdument. Pour Linda Lee, Marilyn semble virtuellement prisonnière. Ils avaient l'air de la retenir, Contre son gré? je crois. D'après certaines des personnes présentes, Sam Giancana considère Marilyn, même in extremis, comme le trophée suprême. Le photographe William Woodfield raconte que quelque temps plus tard, Sinatra lui confie un rouleau de photos prises cette semaine-là au Cal Neva. Il m'a demandé de les développer en disant « Il y a quelques photos de Marilyn, je les veux. Pouvez-vous m'en faire une seule épreuve, c'est tout. Ça doit rester entre vous et moi. » J'ai répondu « Bien sûr. » Jusqu'à aujourd'hui, il avait refusé d'évoquer cette histoire publiquement. Sur les clichés, il reconnaît le visage familier de Sam Giancana. Sur le film, il y avait entre 12 et 18 photos de Marilyn Monroe en train de ramper par terre, de se tortiller, complètement vautrée. Et sur plusieurs d'entre elles, on voyait Sam Giancana s'approcher d'elle, se mettre à califourchon sur elle et la redresser. Je ne pouvais pas voir s'il s'amusait, si c'était plus sérieux ou s'il essayait de l'aider, mais de toute évidence, elle avait de sérieux problèmes. Et elle était complètement partie. Elle avait vraiment l'air mal. Woodfield dit avoir porté les photos à Sinatra. Il les a regardées et il m'a dit « C'est moche, non ?» J'ai répondu « Oui, très moche ». Il m'a demandé « Qu'est-ce que j'en fais ?» Je lui ai dit « Brûlez-les ». Il a continué « Il y a des doubles ?» Aucun. Alors il a sorti un briquet
et il les a brûlés dans la corbeille à papier. On n'en a plus jamais reparlé. Il semble qu'à un moment donné, Marilyn ait téléphoné à son ex-mari, Joe DiMaggio, pour qu'il vienne à son aide. Il arrive au Calneva, mais ne peut obtenir de chambre. Peut-être le personnel a-t-il reçu l'ordre de l'empêcher de voir Marilyn. Un groom a raconté à Ken Rodcop, un client de l'hôtel, qu'il avait vu l'actrice à l'aube près de la piscine. Il m'a dit que ce matin-là, à 4, 5 ou 6 heures du matin, elle s'était approchée près de la piscine et il a eu peur qu'elle ne tombe. Il s'est dirigé vers elle quand tout d'un coup il s'est rendu compte qu'elle ne regardait pas l'eau mais au loin vers cette colline. Il a suivi son regard et là, au sommet de la colline, il y avait Joe DiMaggio. Ils se sont regardés pendant une éternité sans bouger. Puis elle a fait demi-tour et est rentrée dans son chalet. Dans l'atmosphère malsaine du lac Tahoe, Marilyn semble littéralement se décomposer. Ivre, elle est traînée hors du casino par 2 hommes de la sécurité. Ils la soutenaient en lui tenant chacun un bras à 2 mains. Mais elle était comme ça. Et ses pieds ne touchaient même plus terre. De bonne heure le matin, un groom est appelé d'urgence au chalet de Marilyn. En prenant l'appel, il pensait qu'on allait lui réclamer encore de l'alcool. Mais il a entendu Sinatra lui dire « Arrive au chalet immédiatement et vire-la d'ici ». Marilyn gît dans un semi-coma, au milieu de cachets et de bouteilles d'alcool. Sinatra ne veut surtout pas qu'elle meure dans son hôtel. Il ne l'avait jamais vue dans cet état. Et il ne voulait pas d'elle là-bas? Bien sûr que non. Ça aurait été la pire des choses si elle était morte pendant que Sinatra était sur place. Mon Dieu, ça aurait été une véritable catastrophe. Le groom se prépare à la conduire à l'aéroport où l'avion de Sinatra attend. Elle tremblait, avait des frissons. Elle avait l'air extrêmement malade. Il l'a aidée à monter dans la limousine. Et au moment où il allait démarrer, Peter Lawford et sa femme se sont engouffrés dans la voiture et l'ont tenue serrée contre eux jusqu'à l'aéroport. Pendant tout ce temps, Frank Sinatra reste dans son chalet. Il n'en est pas sorti. Il a été inflexible, fais-la sortir d'ici. Vire-la d'ici. Une fois Marilyn Monroe, les Lawford et son coiffeur Julius à bord, l'avion disparaît dans les nuages au-dessus du lac Tahoe. Julius m'a dit que Marilyn se comportait très bizarrement, qu'elle était très saoule et qu'elle s'était mise à courir pieds nus dans l'aéroport. Pendant le vol jusqu'à Los Angeles, l'équipage la voit dormir, étalée de tout son long à l'arrière. Elle a l'air paisible. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday